Il est 7h46 et c'est l'heure de l'interview vérité, Wendy. Oui, à 6h45 ce matin, nous avons parlé de l'esprit de Noël, du glissement progressif de cette fête religieuse vers un moment laïque qui reprend aujourd'hui, y compris dans des familles athées ou musulmanes, tout son sens avec des valeurs d'amour et de partage qui sont un socle essentiel de notre vie en société. Et dans ces moments rituels de tradition, on prend aussi le temps de réfléchir sur ce qui nous rassemble, ce qu'on va faire avec vous ce matin. Cynthia Fleury, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste. Ce soir, dans des millions de familles, on réveillonne, on se retrouve et le contexte, on le sait, est évidemment exceptionnel. La fin d'année a été tragique. Y a-t-il pour vous un esprit de Noël particulier qui flotte aujourd'hui sur la France ? C'est compliqué parce que je crois qu'il y a un esprit particulier qui flotte sur la France, ça c'est évident. Maintenant, Noël, c'est aussi un très très grand théâtre, si j'ose dire, un grand théâtre de consommation, mais pas simplement de consommation, un grand théâtre, tout simplement, du spectacle, c'est les lumières, c'est une volonté de s'évader aussi. Donc, c'est pas le plus grand moment politique de cette vie en société, en tout cas. Voilà, Noël, c'est aussi un moment de relâche, de trêve. Alors, c'est aussi un moment où il y a un grand pic de suicide. Donc, je veux dire par là que c'est névrotiquement chargé, parce que c'est les familles. Et on arrive à Noël avec toute la pesanteur de l'année et on dépose ça et il y a un phénomène un peu, on connaît, un peu boulimique, où on essaye de compenser, il y a les cadeaux, il y a les enfants, il y a... Bon, alors l'esprit de Noël, c'est très pulsionnel. Énormément de pulsions, et en même temps, c'est nécessaire, ça fait partie de ces grands rituels. Ceux qui ne veulent pas le faire s'en sentent exclus, ceux qui le font ne veulent pas le faire. Enfin, vous voyez, on sent que c'est compliqué pour tout le monde. Mais il y a un levier sur la générosité, la solidarité que nous, citoyens, pouvons mettre en avant. On a relayé dans le journal de 7 heures une initiative, notamment cet étudiant qui récolte des cadeaux pour les SDF grâce à Facebook, comme si bien cette fraternité pouvait être mise en avant à l'occasion quand même de ce rituel, de cette tradition. On a de plus en plus, ça c'est vrai depuis maintenant très longtemps, là aussi une tradition de secours, qu'elle soit plus ou moins spirituelle, organisée par des associations ou de façon plus maintenant avec les réseaux sociaux, plus spontanée. Ça c'est vrai que c'est très 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 juste, un côté un peu service civique qui est en train de monter au moment de Noël. C'est la même chose au moment du réveillon. Disons que c'est la même chose au moment des grands rituels où on couple deux choses, la vie privée et la vie publique. Et dans ces moments, on vérifie ce qu'on a. Quand la vie publique est elle-même blessée, ce qui est notre cas aujourd'hui, puisqu'on a vécu deux grands moments, 7 janvier, 8 janvier, 9 janvier, début d'année. Quand même, on va rentrer en début d'année, on va commémorer la peine du début d'année, si vous voulez. Donc, et on sort de novembre, qui est elle-même quelque chose d'inatteignable, si j'ose dire. C'est véritablement. Donc c'est vrai que c'est une année profondément lourde. Donc ça, c'est la vie publique. On est blessé à ce niveau-là. La vie privée, on sait très bien la précarisation des familles, on sait très bien l'explosion des familles. C'est pas simple. Donc nos deux vies aujourd'hui sont touchés. Donc c'est vrai que dans tous ces moments de rituels qui mêlent les vies privées et les vies publiques, plus particulièrement cette année, on a effectivement une vulnérabilité forte. Et dans cette conciliation vie publique, vie privée, il y a aussi l'existence de la religion. Les autorités religieuses voient dans cette fête en 2015 un signe d'espérance après les attentats. Ils disent qu'il y aura du monde, les évêques dans les églises ce soir. Est-ce que, en dehors de la messe, ce Noël peut pour vous et doit marquer pour vous un retour vers la spiritualité, justement, qui pourrait nous réunir, spiritualité presque laïque, oui. Oui, j'entends beaucoup souvent ce grand... cette grande volonté d'aller vers la spiritualité. Moi, j'appelle ça tout bonnement de la philosophie, du sens, du questionnement, de la réflexion critique. Après, je vois aussi, on a envie de mettre face à un discours religieux, dogmatique, intégriste, qui est aussi fort aujourd'hui. On a envie de lui opposer une spiritualité profane, laïque, comme vous venez de dire, mais qui est tout aussi métaphysicienne, importante. Oui, encore une fois, il y aura forcément beaucoup de monde dans les églises ou dans les lieux de culte, encore une fois, parce qu'il s'agit de faire cohésion, il s'agit de remembrer, c'est pas très joli comme expression, mais le corps social. Donc tout est utilisé pour faire ce remembrement. Cynthia Fleury, dans une interview au Point, vous défendez la vie qui nous rend plus forts, et dans vos ouvrages, la question du sujet politique, de l'individu en politique qui transforme le monde et les rapports de force est capitale. Ce que vous écrivez notamment dans Les Irremplaçables, c'est un plaidoyer pour la formation
citoyenne. Qu'est-ce que c'est cette formation citoyenne ? La formation citoyenne, c'est un plaidoyer aussi pour la citoyenneté capacitaire, c'est-à-dire de considérer aujourd'hui que si on en appelle sans cesse aux citoyens une démocratie plus participative, même si elle ne remet pas en cause la démocratie représentative, il faut un citoyen formé, un peu plus compétent, même si, je le maintiens, la compétence n'est pas un critère en démocratie. Vous êtes citoyen de fait que vous soyez compétent ou pas, c'est pas l'enjeu. Mais en revanche, vous avez aujourd'hui un très grand nombre de sujets qui sont complexes. Donc pour accéder ne serait-ce qu'à la compréhension du débat public, vous avez besoin d'être formé. Et puis vous avez de nouveaux outils de régulation démocratique qui demandent là aussi une application, une mise en application. Faire une initiative citoyenne européenne, si vous voulez, c'est pas donné à chacun. Donc à un moment donné, il faut former. Mais à ce moment-là, c'est quid de la modélisation économique de cette formation ? Qui paye ? Sur quel temps ? Et donc, c'est ça aussi les nouveaux enjeux pour les philosophes politiques, si j'ose dire, mais aussi pour les citoyens. Philosophe politique, philosophe engagé que vous êtes. Une dernière question sur l'optimisme et sur le courage en politique, parce que vous allez voir que les deux vont avec. Comment, pour vous, le chef de l'État peut garder son optimisme quand 30% des jeunes en France votent Front National ? Qu'est-ce que ça pose comme question ? Je ne crois pas que le chef de l'État garde un optimisme. Je crois que c'est pas l'enjeu. Je ne vais pas terminer sur le chef de l'État, pardonnez-moi. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai dit la vie rend plus fort. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Je voulais dire que la culture, si vous voulez, la culture, à chaque fois qu'on ramène à des basses définitions d'occidental ou d'oriental, c'est pas l'enjeu. La culture, c'est universel pour une seule et unique chose, sa dimension critique, à savoir sa capacité de donner au sujet, vous en parliez à l'instant, au sujet, aux individus, toutes les résistances nécessaires, existentielles, symboliques, sociales, économiques, etc., de donner ces résistances culturelles pour résister à la haine de soi et à la haine de l'autre. Voilà ce que c'est la culture, c'est simplement ça. Donc quand je disais, c'est lutter contre les puissances mortifères. Donc c'est ça, se battre pour la vie nous rend plus forts, au sens où effectivement la culture, c'est la définition freudienne de base, la culture nous protège de notre tentation du pire. Et oui, je pense qu'il faut à la fois, bien évidemment, on parle d'état d'urgence, etc. Donc il y a toute la question de la réflexion sur la politique extérieure, la politique de sécurité, etc. Mais il y a un immense enjeu structurant pour nous tous, qui est la culture avec un grand C, et pas rattaché à une ethnicisation. Voilà. Bon. Donc ça, c'est important. Le chef de l'État et son optimisme, j'avoue que moi-même, je suis perplexe. Eh bien, on restera sur ce message d'ouverture et de culture et de philosophie engagée et citoyenne. Merci beaucoup, Cynthia Fleury, à lire vos Irremplaçables aux éditions Gallimard. Merci d'avoir répondu ce matin à l'interview Vérité d'Europe 1.